PSG Fan TV, bonjour à tous chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Je suis en compagnie de Stéphane et de Young Steph. Nous allons parler bilan de la saison édition 2020-2021. En commençant bien sûr par le week-end qui vient de s'écouler. Finale de Ligue des Champions. Quel week-end? Qui opposait Manchester City face à Chelsea de Thomas Tuchel. Qu'en as-tu pensé, Stéphane? Écoute, une finale, en tout cas comme moi je les attends, je pense comme tout passionné de football les attend, même si on a la déception de ne pas avoir vu Paris dans cette finale, mais en tout cas, quand on regarde une finale de Ligue des Champions, on veut voir ce type de match, on veut voir ce type d'engagement, on veut voir cette intensité qui est mise vraiment à l'extrême, parce que là on peut dire que c'est vraiment l'intensité à l'extrême. Je pense que tous les joueurs à la fin du match ils vont être tous claqués, tu vois, il n'y a pas une once encore de physique où on peut faire 300 mètres de course. C'est ce que j'attends en tout cas pour un final de Ligue des Champions. Parfait. Bah écoute, très content pour Tuchel qu'il ait pu remporter cette Ligue des Champions. Après voilà, c'était une finale avec beaucoup d'intensité comme l'a dit Stéphane. Et voilà, on est content pour notre ancien coach. On va dire ça. On va dire ça. En tout cas, si on devait mettre Paris un petit peu dans la balance, je dirais que pour ma part, après ça reste à quelque chose de personnel. J'ai vu pourquoi on n'arrive pas à passer un cap dans cette Ligue des Champions. Quand on voit l'intensité qu'il y a, quand on a vu cette intensité en finale là, on a envie que Paris mette autant d'intensité. Et je pense que quand on aura mis autant d'intensité, on la gagnera aussi cette Ligue des Champions. Bah très bien, en parlant d'intensité, en parlant de jeu, ça va être le cas pour cet after game. On va commencer par les deux premières lignes de notre effectif et notamment le gardien numéro 2. Sergio Rico, qu'as-tu pensé de sa saison? Selon toi, faut-il continuer avec ce joueur ou au contraire peut-être le libérer ou le vendre? Bah, je vais trancher directement. Sergio Rico, c'est un très bon gardien remplaçant par rapport aux objectifs que sont ceux du PSG. Je pense qu'il dérange personne ici avec cette place de doublure. 10 matchs joués cette saison, je trouve qu'il a assez bien rempli sa part du contrat. Je lui en veux un petit peu pour les quelques bévues, notamment la défaite à Lorient, où il avait été titulaire, mais voilà, dans notre équipe, c'est quelqu'un c'est un bon gars. Dans le vestiaire, il est assez aimé, il est plutôt bien aimé par ses coéquipiers, donc moi je suis pour continuer l'aventure avec lui. Une doublure de Navas, je trouve que c'est pas le plus catastrophique des gardiens pour moi. Donc pour moi RAS par rapport à Rico, il a rempli sa part du contrat, c'est-à-dire être dans la rotation, et quand Navas est blessé notamment, c'était un moment le cas pour Navas, il a su répondre présent dans la cage parisienne. Voilà. 10 rencontres disputées pour lui, c'est ça? Ouais, 10 rencontres disputées pour lui, il y a quelques clean sheets aussi à mettre à son actif, donc voilà, c'est pas négligeable pour autant. Très bien, merci. Est-ce que tu as un mot à dire sur Sergio Rico ou on passe directement sur Keylor Navas? C'est super court parce que forcément Young Steph a tout dit. Aujourd'hui c'est vrai qu'on cherche une doublure par exemple à notre gardien, notre Navas, qui est forcément titulaire indiscutable. Voilà, et mis à part ce qu'a dit Young Steph, les quelques bévues qu'il a fait, c'est vrai que c'est peut-être aussi par manque de match, par voilà, manque, c'est pas dire d'expérience parce que forcément il en a, mais voilà, on peut aussi, si tu veux, ne pas être trop fracassant sur lui, et c'est un très bon doubleur. Ouais. Très bien. Keylor Navas maintenant, le grand gardien du Paris Saint-Germain. Et je vais te dire, il faut être dithyrambique pour ce gardien. Aujourd'hui Navas, déjà pour moi c'est une énorme affaire qu'on a fait quand on l'a recruté au Real, par le Real. Et c'est vrai que aujourd'hui, pour moi, ça reste un des meilleurs gardiens qu'on a eu au Paris Saint-Germain, ne serait-ce que le meilleur. J'ai une petite pensée pour Bernard Lama que j'ai adoré à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sous cette ère qatari, on se retrouve avec un gardien qui va nous faire du bien et qui nous fait passer des caps en Ligue des Champions. On a un bon gardien, forcément, on fait finale, on fait demi-finale. Voilà. Pour moi, c'est le gardien à avoir au Paris Saint-Germain en tout cas. D'accord, si tu devais lui donner une note sur sa saison, quelle serait-elle sur 10? Sur 10, bon, voilà, je dirais un 8 sur 10, tu vois. Un truc, non, il faut être correct. Je veux dire, on va pas donner 10 sur 10 parce que le parfait n'existe pas, mais en tout cas, oui, 8 sur 10 pour moi,
10 sur 10 le jour où on gagnera la Ligue des Champions. Parfait. Est-ce que tu as un mot à rajouter sur Keylor Navas ou on passe directement au latéral droit? Je crois que tout est dit de la part de Stéphane, hein, à nouveau. Le mot fiabilité, je pense qu'il lui va très bien à Keylor Navas. Après, moi, il y a une statistique qui me dérange un petit peu, c'est lorsque je vois les expected goals, tout ce qu'il a pu sortir et tout, c'est signe qu'au niveau de nos défenseurs, de ce qu'il y a devant lui, ça n'a pas toujours été top, pour reprendre les termes d'un coach très connu. Donc voilà, mais sinon, ouais, très grand gardien. Il nous a beaucoup aidé, notamment contre le Barça, le Bayern. Contre City, c'était un peu plus compliqué pour lui, on va pas se mentir, mais sinon, dans la globalité, il a fait une très grande saison Paris Saint-Germain. Et voilà, Sand Keylor Navas, merci d'avoir été là cette saison pour nous. Très bien, que peux-tu dire sur la saison du latéral droit, Colin Dagba, Titi parisien? Colin Dagba, ça a été un peu plus compliqué. Il fait partie de ces défenseurs au Paris Saint-Germain qui ont eu une saison assez compliquée. Il y a eu un comment dire, peut-être un regain de forme, en tout cas un gain d'assurance sur cette double confrontation contre le Bayern Munich qui est intervenu assez tard dans la saison. Il faut quand même le dire, c'était au mois d'avril. On ne s'attendait pas à voir Colin Dagba jouer les 180 minutes sur des matchs importants comme ça, et il l'a fait. Il l'a fait avec beaucoup de sérieux. Par moments, ça a été chaud, mais il l'a fait avec beaucoup de sérieux. Et bien avant ça, je trouve que sa saison, avant le mois d'avril, ça a été assez compliqué pour lui. Je trouve qu'il avait beaucoup de mal à exister dans le jeu du Paris Saint-Germain, beaucoup de mal à donner les bons centres, les bons ballons à ses attaquants, à faire les initiatives au bon moment, prendre son couloir au bon moment. Et je pense que le match du Bayern lui a donné beaucoup d'assurance. Et c'est vrai que depuis depuis cette double confrontation, on a pu le voir sur quelques matchs. Et je trouve que Dagba, ça va un peu mieux dans le jeu. Donc qu'on le vende, qu'on le prête, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je sens que le garçon, il a pris un peu plus d'assurance en lui, et c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Parce que j'avais l'impression qu'il tournait en rond sur les matchs en Ligue 1, et il avait besoin de se confronter à des vrais top players comme Kingsley Coman par exemple. Est-ce que tu penses, Stéphane, qu'il faut continuer avec Colin Dagba, qui est un Titi parisien? On sait comment voilà, il est difficile d'intégrer la première équipe en tant que Titi parisien. Donc quel est ton regard sur sa saison, et est-ce que tu penses qu'il pourra s'imposer un jour en tant que titulaire dans ce club? Alors s'imposer, je sais pas, parce que déjà s'imposer au Paris Saint-Germain en tant que Titi, c'est déjà c'est déjà énorme, je pense, parce que tu as vu tous nos Titi, généralement ils se barrent autre part. Concernant Colin Dagba, je trouve qu'il a fait énormément de progrès. Comme disait Young Steph, je pense qu'il y a eu un déclencheur, c'est le match du Bayern, où il se retrouve face à Coman et qui essaye de le faire bégayer un petit peu. Oui, alors ça balbutie un peu, etc. Mais c'est ce genre de match qu'il lui faut pour avoir de l'expérience. Aujourd'hui, alors le voir s'imposer, je pense pas. Je sais pas, j'espère qu'il s'impose. Le garder ou pas, moi je pense qu'il faut le garder, mais pas forcément sur des matchs, si tu veux, à haute importance comme ça, avec des intensités énormes, où tu as des top players en face de lui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le foot contemporain, c'est le foot moderne, c'est beaucoup les côtés, hein, et c'est ce qui nous manque, hein, nos latéraux justement, et on a vu qu'on a pêché en termes de latéraux, et Dagba fait partie de ces latéraux, et tout dépendra effectivement du recrutement qu'on va faire cet été, parce que si on trouve des bons latéraux, il va être relégué forcément à une place de non titulaire, avoir une place de troisième joueur. Et à ce moment-là, une place de troisième joueur, moi oui, je le vois très bien pour des matchs comme les Coupes de France par exemple, des matchs comme des bons matchs de Ligue 1. Et voilà, l'idée c'est de lui faire prendre encore de l'expérience. Et sur certains matchs, pourquoi pas de Ligue des Champions, sur des matchs qui ne sont pas forcément en jeu, mais avec une certaine intensité, sur des matchs de poule par exemple. Merci à toi, charnière centrale à présent. Ouais. Marquinhos. Capitaine de l'équipe. Quel est ton regard, Young Steph? Vas-y, retourne-toi. D'accord. C'est le capitaine de l'équipe, c'est l'âme du club depuis plusieurs années. De base, c'est pas un Titi, mais il a pris ce club à bras le corps, il a pris ce club au sérieux, il a pris nos ambitions au sérieux. Il continue de monter en puissance, fait partie des joueurs qui ont progressé sous l'ère Tourelle, faut pas se mentir là-dessus. Et aujourd'hui, quand tu n'as pas Marquinhos dans ton 11,
tu doutes un petit peu. Tu doutes un petit peu parce que, comme je t'ai dit, c'est l'âme du club, c'est celui qui donne les consignes, c'est lui qui fait monter le bloc, c'est lui qui décide par moment aussi de temporiser, de faire descendre son bloc. Et surtout, sur la dernière année, il a été décisif à un nombre incalculable de matchs clés. Leipzig, l'Atalanta, Manchester United, Bayern Munich, Manchester City. Un défenseur comme ça, aujourd'hui, tu ne peux pas t'en passer. Tout à l'heure, tu lui as demandé une note sur la saison de Keylor Navas. C'était un 8 pour Navas. Je crois qu'on est proche du 9 pour Marquinhos. Je crois qu'on est proche du 9 pour Marquinhos. Parce que tu sais, le 9 peut paraître un peu fort, mais il a loupé des matchs, notamment au mois d'avril, et il est revenu à froid. Il a démarré à froid contre City, le match retour, la demi-finale aller. Et il est arrivé au bout de 15 minutes, tête décroisée au premier poteau. Un défenseur comme ça, c'est world class. J'ai pas de mots par rapport à ce joueur, c'est clair. Petite chose à rajouter ou on passe directement aux Français qui l'accompagnent? Il faut qu'on rajoute des choses aussi parce que j'ai envie de donner mon petit mot sur Marquis, qui est notre capitaine. Comme l'a dit Young Steph, il a été dithyrambique avec lui et c'est vrai qu'il a le droit d'être dithyrambique parce que c'est un joueur qui mérite aussi qu'on s'attarde sur lui, qu'on parle de lui, qu'on le mette aussi en avant, qu'on passe du temps aussi à dire son nom parce que c'est quelqu'un qui va marquer le club en tout cas. Mais si un jour il part, j'espère que ce sera dans longtemps, mais si un jour il part, il aura marqué de façon l'histoire du club, ça c'est sûr. Quand on voit que c'est un joueur comme lui, qui est en défenseur central, et qui nous met des buts, et que c'est le seul à nous mettre des buts, alors que nos attaques ne mettent pas de buts, tu te dis c'est un joueur qui est très précieux pour nous. Qui aujourd'hui est capable d'aller mettre des têtes sur des centres de nos joueurs? Il y a zéro joueur qui est capable de faire ça au Paris Saint-Germain. Qu'il a beaucoup plus d'aptitude et de touche sur sa manette qui lui permettent de monter de quelques crans. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, ouais, je sais que tu veux me ramener un petit peu sur son positionnement par rapport à Thomas Tuchel sur le fait qu'il soit effectivement un 6. Mais aujourd'hui, il a ces aptitudes-là pour aller nous mettre des buts de la tête et d'aller chercher des ballons en hauteur parce qu'il a une détente de malade. Quand tu le vois, sa détente sèche, ça doit être énorme. Et c'est un mec qui nous sauve et qui nous prend des ballons dans les airs. Merci Marquis. Et puis en défense, son poste déjà en défenseur central. Au secours. Le mec, il est monstrueux. Il est monstrueux. Très bien. Il est haut monstrueux. Juste un dernier truc à rajouter, c'est vrai que voilà, c'était sa première saison en tant que capitaine de l'équipe et c'est vrai que voilà, le brassard de capitaine lui était entre guillemets promis au départ de Silva, mais j'entendais quand même certains qui avaient des légers doutes sur son éventuel leadership. Il a prouvé tout au long de la saison qu'il avait un gros leadership dans le vestiaire et même sur le terrain. On l'a vu à maintes et maintes reprises et tu le disais, hein, il a une finition franchement énorme pour un défenseur. J'ai eu le petit contrôle dans la surface face à Neuer contre le Bayern. C'est al dente, c'est magnifique. C'est parfait. On va passer maintenant à un autre maestro, hein, Kimpembe, Presnel. Ah oui. Quel est ton regard, j'ai envie de te dire, sur sa saison? Eh ben on parle encore d'un Titi qui progresse pour moi d'année en année. Qui effectivement on parle d'un guerrier. Alors il a été décrié quand même parce que effectivement certains voient qu'il a fait quelques erreurs manifestes sur certains matchs, mais aujourd'hui je pense que cette paire Marquinhos Kimpembe, pour moi ça reste une paire qui est hyper importante pour le Paris Saint-Germain et il faut se baser dessus pour l'avenir. Oui, forcément, c'est pas des joueurs qui vont partir tout de suite. Kimpembe, c'est l'âme du club. Le mec, il est parisien jusqu'au bout des ongles et il va pas partir comme ça. Et heureusement. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux voir des titis comme ça qui percent aussi au Paris Saint-Germain. Et quand tu vois, moi j'ai une image en tête, c'est ce putain de tacle qu'il va faire sur une contre-attaque, qui va aller chercher, il se jette dessus, il se blesse et il continue à courir pour aller chercher le ballon. Tu te souviens de cette hein, action anthologique? Mais pour moi, ça c'est un mec qui c'est un guerrier, le mec. Il va chercher le ballon et moi je veux le garder. Je veux garder au Paris Saint-Germain. Tout à fait logique. Un mot sur le Titi parisien? Ouais, moi concernant Presco, je serais peut-être pas
positif envers lui qu'a pu l'être Steph. Je trouve que sur la première partie de saison et dans la continuité du Final 8, il a vraiment été très impressionnant. Il a livré des belles masterclass sur les 6 premiers mois de la saison. Et comme l'a dit Steph, le tacle contre Lille juste avant Noël, il était vraiment beau, il était vraiment déterminant. On avait fait 0-0 ce soir-là. Je me rappelle dans un match qui était déjà important pour la course au titre. Mais c'est vrai qu'après, au retour de la trêve hivernale, j'ai trouvé un Kimpembe un peu moins tranchant dans ses interventions, un peu moins rigoureux, un peu moins concentré. Certainement dû à sa blessure. Certainement dû à sa blessure, je sais pas, il avait quand même eu la trêve hivernale pour se remettre d'aplomb, mais en tout cas j'ai trouvé un Kimpembe ouais, un peu plus fade et qui m'enjaillait moins, Ses prestations m'ont clairement moins enjaillé, donc je te dirais ça a été coupé en deux. C'est une saison vraiment scindée en 2 parties. En tout cas, c'est mon ressenti concernant Presnel Kimpembe. Et j'espère qu'avec l'Euro, que les saisons prochaines, que voilà, il va vraiment redevenir resplendissant. Parce que moi, j'aime voir Presnel Kimpembe au niveau qu'il a pu être lors du Final 8 quand il a bouffé du Zapata, du Lewandowski. Donc voilà. Merci à toi. Juste pour rebondir là-dessus, quand on voit un Kimpembe, il a qui à sa gauche en fait? Ça dépend. Ça dépend. On n'a pas toujours su. Voilà, c'est une question que je pose, et c'est-à-dire que avoir un Abdou Diallo, tu peux avoir un Levin Kurzawa, tu peux avoir un Mitchell Baker. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant à droite, on va avoir un peu plus de constance avec Florenzi, qui est un peu plus toujours là, quand il n'est pas un petit peu blessé aussi, mais soit Florenzi, soit Dagba. Maintenant, à gauche, c'est en perpétuel changement et à sa décharge. C'est vrai que quand tu es un joueur et que tu n'as pas tout le temps les mêmes joueurs sur ta gauche et que tu dois couvrir tout le temps les erreurs de ton joueur à gauche, c'est compliqué aussi pour être efficace tout le temps. Et c'est en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et on parlait tout à l'heure de Navas, je rebondis juste 2 secondes sur Navas, c'est que l'avantage qu'on a avec Navas aussi, c'est que c'est un très bon gardien, même si tu as une défense qui va être défaillante. Et tu as des gardiens qui vont être très bons parce que tu as une très bonne défense. Et ils font d'abord le job, et lui, ils n'ont plus qu'à finaliser le job. Et je pense que pour moi, Kimpembe, c'est un peu ça. C'est-à-dire que parfois, voilà, tu peux pas être tout le temps à l'affût, à la guet des erreurs de tes latéraux. En tout cas, c'est mon point de vue. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est ce que je vois moi. Très bien. Quel est ton regard du coup, Young Steph, sur l'Italien, l'international, Alessandro Florenzi? Compliqué. C'est vrai que voilà, on va pas trop refaire l'histoire, mais dès son premier match, on était quand même, on se disait ça peut-être pouvoir le faire avec ce mec-là, parce que c'est vrai que sur les dernières années, côté droit, c'était un peu compliqué d'envoyer des centres, de montrer une belle présence. Et on avait vu ça dès son premier match lors du Classico, je me rappelle, contre l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que après tout ce qui est campagne de poule Ligue des Champions, ça va, il avait plutôt bien répondu présent. Je me rappelle d'une belle prestation de Florenzi à Old Trafford. Mais c'est vrai que voilà, sur la deuxième partie de saison, on a vu un garçon qui, sur la durée, a eu beaucoup de mal à enchaîner les matchs tous les 3 jours. C'était le cas pour notre PSG cette saison. Et son niveau de forme a décliné, mais il avait très bien débuté, effectivement. Voilà, exactement, et son niveau de forme a clairement décliné. Je trouve que ça, c'est vraiment la cassure, je trouve, au niveau de la forme physique de Florenzi. Elle est vraiment intervenue lors du match au Camp Nou, où vraiment on a vu un Florenzi qui a décliné au fil du 8e de finale aller, et par la suite ça s'est confirmé sur les matchs qui ont suivi. Donc et ça s'est fini de manière horrible avec cette demi-finale retour contre City. On l'a tous en tête. Moi, le premier, il s'est fait manger à toutes les sauces. À toutes les sauces. C'était comment te dire, c'était triste à voir. Devant notre télévision, ce soir-là, c'était triste à voir. Et honnêtement, moi qui, dès le mois de janvier, février, n'était pas forcément pour lever l'option d'achat le concernant, qui était à 8-9 millions, il me semble, ça a confirmé mes doutes que j'avais à l'hiver dernier. On ne conserverait pas. Moi, honnêtement, Florenzi, sayonara, arrivederci, et je garde pas. Et quand je vois la saison qu'il a fait avec nous au PSG cette saison, je me dis que c'est un peu normal qu'il ait fait la saison qu'il ait fait en gros jusqu'ici, en fait. C'est un garçon qui techniquement est pas mauvais, qui dans la tête
je pense, n'est pas mauvais non plus. On sait que les Italiens jouent beaucoup avec leur mental. Mais physiquement, voilà, tu peux pas aspirer à plus haut si physiquement tes jambes ne suivent pas. Qu'en penses-tu? Faut-il le conserver? Quel est ton regard sur l'arrière droit? Écoute, je suis tout à fait d'accord avec Youssef par rapport à ce qu'il dit par rapport à Florenzi. C'est-à-dire que moi je me souviens d'un Florenzi quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il y avait des qualités de centre, il y avait des débordements. Il y avait même un magnifique but, un des premiers buts qu'il met, je crois, avec l'extérieur du pied droit. Là, Il en met 2 cette saison, je crois. C'est ça, et il met pleine lucarne et tout opposé. Et là, tu dis, ah ouais, putain, on a un latéral là, c'est un latéral enfin qu'on attendait. Les matchs s'enchaînent avec la qualité technique qu'on lui connaît, etc. Et effectivement, à un moment donné, je pense que physiquement, le gars est cuit. Je pense qu'il a un problème de fitness à un moment donné. C'est un gars qui ne va pas tenir la route sur toute une saison. Et forcément, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans ce football contemporain, le physique, surtout pour un latéral, c'est hyper important. Les mecs, ils font les essuie-glaces, les allers-retours, ça monte. Hein. Quand le mec, le milieu de devant, il fait des entrées, il repique vers le centre, c'est à lui de monter, de les chercher justement à la partie ouverte du terrain. Mais quand on n'a plus de fitness, qu'est-ce qui se passe? Techniquement, tu deviens un peu plus pourri, quoi, quand même. Hein. Ton niveau technique, il descend. Plus tu vas aller loin dans ton physique, forcément, techniquement, tu es prêt, tu es beaucoup plus efficace, plus longtemps. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui lui manque. Et la levée d'option d'achat, encore une fois, hein, après, tout dépend de ce qu'on récupère comme latéraux. Parce que si on n'a pas de touche en termes de latéraux, qu'on n'a pas des joueurs qui tiennent la route, ça va être compliqué. Peut-être que Florenzi en doublure, ça peut être bien un Florenzi en doublure, tu vois. Mais du coup, un latéral titulaire. Il est quand même meilleur que Dagba, en tout cas quand il est en forme. En tout cas, c'est mon regard. Et du coup, ça rétrograderait le Titi parisien. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, on a parlé de Dagba. Du coup, Dagba pourrait être troisième joueur. Troisième au PSG. Qui jouerait des matchs de coupe, tu vois. Match de Coupe de France, par exemple. Voilà. Il jouera pas la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Il jouera pas la Ligue des Champions, mais est-ce qu'il a vraiment le niveau pour jouer la Ligue des Champions aujourd'hui? Ouais, tu vois, je retourne un peu la question. Est-ce qu'il a vraiment le niveau de jouer la Ligue des Champions, Dagba, pour l'instant? Je pense pas. Je pense pas. Il va pas être décisif, il va pas nous apporter comme peuvent apporter justement les latéraux qu'on a vu en finale hier, tu vois. Donc aujourd'hui, ouais, non, ça dépend du recrutement. Mais s'il y a un vrai recrutement, je le garde pas. S'il n'y a pas de recrutement, je le prends en deuxième joueur. Et le fitness, il pourra le garder toute l'année comme ça. Tu vois. Très bien. Pour les arrières droits, on entend parler de Hakimi, mais voilà, ça sera pour un autre after game. Nous allons passer donc à Abdou Diallo. Donc quel est ton regard sur sa saison international sénégalais? Ouais, écoute, Abdou Diallo, mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Limite, j'ai envie de te dire peut-être du 55-45 en négatif le concernant. Il a montré des belles choses. C'est un joueur doté d'une belle technique. Ça, je le note et je le vois très très bien devant ma télévision à chaque fois qu'il évolue. Mais je trouve que je reste sur ma faim concernant ce joueur. Il a des matchs références, notamment en Ligue des Champions en tant qu'arrière gauche. Match référence, c'était une grosse seconde mi-temps, tu veux dire, contre le Barça. Et le match à Old Trafford, il est pas mal aussi. Le match à Old Trafford serré, je me rappelle, j'avais dit qu'il pouvait être notre arrière-gauche tout au long de la saison. J'avais clairement dit qu'il doit continuer sur ce poste de latéral. J'avais clairement dit parce que justement, je trouvais qu'il avait une belle technique et que à certaines séquences de jeu, il faisait preuve d'un bon QI foot. Donc je pensais que ça... Je pense aussi, je pense toujours que ça peut le faire, même en doublure, en latéral gauche, il a une bonne patte gauche, Abdou Diallo. Mais voilà, sur cette saison, je trouve que quand il fallait justement passer la vitesse supérieure, peut-être le cap supérieur, je sais pas moi, s'installer vraiment dans un 11 type, ou en tout cas vraiment s'imposer comme un garçon qui est là aux portes du 11 et qu'on peut compter sur lui sur des matchs. Tu sais, souvent on utilise 11, 14, 15, 16 joueurs. Et moi je pensais qu'il aurait pu rentrer dans ce petit noyau dur, mais quand je vois ses prestations où ça a beaucoup manqué de continuité, il y a eu souvent des blessures qui ont interrompu des fois des belles périodes de sa part, et je reste sur ma faim. Donc j'ai envie de le revoir l'année prochaine. Avec cette mentalité qu'il a, parce qu'on voit que c'est un garçon qui a la tête bien faite, mais je veux de la régularité, je veux de la continuité, je veux qu'il continue de donner de lui-même. Voilà, après peut-être le bémol que je peux lui donner, c'est le fait d'avoir lâché son couloir gauche contre Lille au mois d'avril, quand on a perdu au Parc. Mais sinon
Sachant qu'il n'est pas latéral gauche de base. Hein. Ouais. C'est pas son poste de prédilection. Oui, comme je t'ai dit, je sais pertinemment qu'il n'est pas latéral gauche de base, mais voilà, ça va être peut-être le gros hic de sa saison. Mais sinon, voilà, il a fait une saison pour moi mi-figue, mi-raisin, je trouve. Ça a manqué de continuité et de régularité. Tu as un avis contradictoire ou divergent? Non, en fait, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur qui a une personnalité que j'aime bien. Et j'ai envie. Enfin, le problème, c'est que malgré ça, j'ai du mal à le voir, si tu veux, vivre au Paris Saint-Germain. Dans le sens où, si on est dans le recrutement, déjà, il ne faut pas oublier Bernat. Quand Bernat va peut-être pas revenir, on va voir déjà ce que ça va donner suite à sa blessure, ce qui n'était pas On parlait des absents. Non, mais qui n'est pas une blessure anodine, mais quand il va revenir, quid du côté gauche? Tu vois, parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Diallo, il fait quoi? Il dépanne sur le côté gauche. Il dépanne sur le côté gauche. Donc quand Bernat va revenir, quid de Diallo? Mais si à la base, c'est pas un latéral gauche, c'est un défenseur central, il va faire quoi? Il va vivoter en tant que défenseur central. Pour moi, je ne le vois pas titulaire au Paris Saint-Germain en tant que défenseur central. Donc si tu veux, j'ai du mal à le voir s'inscrire au Paris Saint-Germain en tant qu'un joueur titulaire ou un joueur qui va nous apporter plus au Paris Saint-Germain. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Et j'espère que justement, on va recruter sur ce côté gauche. Maintenant, sur la saison, moi j'ai trouvé des très bonnes choses. Maintenant, c'est pas des joueurs comme ça qu'on a envie d'inscrire, si tu veux, sur la durée et d'aller chercher des performances avec des joueurs comme Diallo, même si je l'aime bien encore une fois. C'est peut-être des joueurs qui peuvent progresser. Hein. Et je parle pour l'ensemble de l'effectif maintenant. Effectivement, de toute façon, ça se voit, il va progresser, il progresse. Après, j'espère qu'il progressera aussi sur l'aspect physique et qu'il se blessera moins. Déjà, rien que pour sa carrière à lui, mais c'est vrai que voilà, et au niveau des latéraux, on sait très bien que c'est notre problématique et aujourd'hui on veut des latéraux, des top players sur le marché international, enfin sur le marché européen en tout cas, c'est ce qu'on veut. Et si on a ça, si on arrive à en avoir, par exemple un Diallo on le verra plus, malheureusement. Voilà. Très bien, je vais te faire rebondir sur l'Allemand, l'international qui ne fera pas l'Euro. Thilo Kehrer, quel est ton regard objectif sur sa saison, s'il te plaît? Tu veux que je sois objectif, comme je l'ai toujours été? C'est-à-dire que, alors je vais te dire un truc, c'est-à-dire que au tout départ, je pars du principe que je laisse la chance aux joueurs. Dès le départ, j'ai vu ce joueur, quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'était le joueur qui a eu la stat de penalty la pire au Paris Saint-Germain pour un nouveau joueur. Déjà, ça pose le décor. Ensuite, j'ai commencé à parler de Kehrer. On m'a dit, ouais, mais n'importe quoi, Kehrer ceci, Kehrer cela, il est bon, rien. Ok, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois là? C'est marrant parce que sur les chats, tu vois, sur les avis, je commence à entendre parler des ouais, Kehrer il est nul, ouais, Kehrer il faut le virer, ouais, Kehrer il est à chier, Kehrer gna 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 gna. Oui, mais bon, ça c'est les avis, mais là ton avis. Mais je rebondis là-dessus aussi, parce que mon avis, c'est ça. Mon avis, Kehrer n'a rien à foutre au Paris Saint-Germain. Mais sportivement, cette saison, qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher ou au contraire, est-ce que tu as trouvé qu'il a fait de bonnes choses? Voilà, parce que c'est sportivement. Après, les gens, ils ont souvent des impressions qui sont plus ou moins influencées. Non, mais tu sais très bien ce que j'en pense sportivement. Pour moi, il n'a pas le niveau pour être au Paris Saint-Germain, pour jouer au Paris Saint-Germain. Il n'a pas le niveau pour être titulaire ou ne serait-ce que sélectionné à la Mannschaft. Donc, liste des transferts pour toi cet été? Mais je le donne, voilà. Donnez, je vous donne de l'argent avec. Il n'y a pas de souci. Vas-y, tu le prends. Je te donne, allez, 10 000 euros. Vas-y, tu le prends. Je te le donne. Non, pour moi, il n'a rien à foutre au Paris Saint-Germain. Et ça devait être ça depuis très longtemps même. Voilà. Merci à toi. Quelle erreur en fait. Ouais, Thilo Kehrer, c'est. Ouais, franchement, moi j'ai pas les mots parce que c'est un garçon qui a une bonne technique intrinsèquement. Je pense qu'il est bon. Ambidextre, voilà, il a montré de belles choses tout de même. On l'avait déjà dit, il a 2 pieds gauche. Non, t'abuses. Franchement, il peut jouer à tous les postes de la défense. Après, voilà, il a connu des grosses difficultés au Paris Saint-Germain. On a attendu longtemps, on va pas se mentir, on a attendu longtemps qu'il puisse vraiment digérer l'affront, le naufrage de Manchester United en 2019. Et on a l'impression que le joueur il est toujours dessus, malgré les opportunités qui lui ont été données pour se refaire. Il est toujours dessus ou nous sommes toujours dessus? Les deux Byron, faut pas être de mauvaise foi, les deux.
Les deux. Le naufrage de Manchester, on n'oubliera jamais. Même si après, on a connu, entre guillemets, des beaux jours en Coupe d'Europe, les finales, demi-finales, mais on n'oubliera jamais ce qui s'est passé par le passé avec le PSG en Coupe d'Europe. Donc, le joueur, je pense, il le ressent. Il le ressent aussi. Moi, il y a un truc que, même si, voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Kerrer n'est pas à conserver au Paris Saint-Germain. Il y a un truc où j'ai pas été d'accord, c'est lorsque j'ai appris des menaces de mort le concernant, des menaces de mort, j'en passe là. Ça par contre, pour moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu peux détester un joueur. Tu peux avoir la frousse lorsque tu vois le nom de ce joueur dans une composition de départ, mais au point d'aller le menacer, de l'appeler au téléphone, de dénicher son numéro pour le menacer, de lui envoyer des mails et des trucs comme ça. Non, là c'est allé trop loin. Là, je pense que là c'est allé beaucoup trop loin. Et pour revenir sur sa saison, parce que là on parle vraiment des saisons de chacun, moi j'ai trouvé sa saison un petit peu bizarre, bien au-delà même du fait qu'il fasse flipper tous les défenseurs parisiens. Il y a eu un moment donné, on nous a dit qu'il était blessé et qu'il devait disparaître jusqu'à la fin de la saison. Au final, un mois après, il est revenu. Le club s'est jamais franchement expliqué là-dessus. Kerrer est allé enchaîner des matchs au poste d'arrière droit, catastrophique comme on le sait. Mais voilà, moi je garde pas. Le match de Lille, le 0-0 à Lille, pour moi était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il faut savoir que moi en début de saison, j'étais encore un de ceux qui le défendaient, mais après ce match-là, j'ai dit c'est terminé, on arrête les frais. J'ai vite compris quand tu finis à plat ventre dans ta surface de réparation, moi je ne peux pas. Moi je peux plus te défendre. Moi honnêtement Byron, hein, je ne peux plus te défendre. Merci à toi. Voilà. Même s'il il finit quand même la saison sur de meilleurs auspices et intentions. Ça c'est toi qui le dis. Mais oui, ça c'est vrai aussi, factuellement. C'est toi qui le dis. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pour revenir au match qui s'est passé face à Manchester United, c'est une espèce de cagade de merde là, c'est-à-dire monsieur est toujours sur les talons, il tombe, on prend le but, ok, mais ça fait combien de temps que ça s'est passé? Si le mec il est encore là-dessus, laisse tomber, arrête le foot mec, arrête, parce que si, mais arrête-toi, joue en DH ou j'en sais rien moi, mais arrête le haut niveau, c'est pas pour toi si t'es encore là-dessus, tu vois, à un moment donné passe le cap. Alors si c'est, à sa décharge, et je l'ai toujours dit sur cette chaîne, à sa décharge, j'aime quand même un truc sur Thilo Kerrer quand même. J'aime toujours, malgré ses deux pieds gauche. C'est son jeu de tête. Parce que son jeu de tête, effectivement, j'aime bien. Et je l'ai toujours dit. Ça, tu le sais. J'ai toujours dit que son jeu de tête, j'aimais bien. Mais c'est tout. Tu vois, c'est tout. Bon, mis à part ça, voilà. Vous l'avez bien chargé. Là, on va terminer sur deux latéraux. Sur ce côté gauche, couloir gauche. Layvin Kurzawa, international français, qu'as-tu pensé de sa saison et quel avenir vois-tu concernant ce joueur au Paris Saint-Germain bien sûr? Tu disais on l'a bien chargé Kerrer, faut pas croire, hein, ça nous amuse pas du tout de charger nos propres joueurs. Layvin Kurzawa, écoute, une saison en dents de scie. Peut-être que certains diront que si je dis qu'il a limité la casse, peut-être qu'ils diront que je suis trop indulgent avec lui, mais c'est presque ça, parce que je trouve que, notamment à l'arrivée de Pochettino, il avait quand même enchaîné de sacrés des matchs honorables, et il avait même été buteur, je me rappelle, à Angers. Mais c'est vrai qu'il a rapidement perdu le fil avec ses pénaux concédés, il est retombé dans ses travers. J'oublie pas quand lui aussi en début de saison il se mange 6 matchs de suspension par la Ligue après s'être battu avec un certain joueur marseillais dont j'ai du mal à dire le nom tellement il me file la gerbe, un défenseur espagnol. Mais ouais, Kurzawa, ça a été compliqué. C'était compliqué, mais il s'est accroché. Et il a été prolongé l'année dernière. Écoute, c'est pas cette saison qu'il aura montré des belles velléités, mais en tout cas j'espère que les saisons prochaines, s'il reste, parce que peut-être qu'ils l'ont prolongé pour le vendre, j'espère qu'il va essayer de performer au maximum et d'être le Layvin qu'on a connu à Monaco. Donc voilà. On a parfois vu aussi au Paris Saint-Germain. Faut tout de même le dire. Est-ce que tu as un mot à dire justement sur en tout cas un mot peut-être positif ou pas concernant Layvin Kurzawa? Oui, alors je vais rebondir sur ce qu'avait dit Young Steph. Ça nous fait mal aussi au cœur de parler de joueurs comme ça et des joueurs qui évoluent au Paris Saint-Germain. On aimerait bien en parler autrement, mais évidemment.
Et concernant Layvin Kurzawa, je vais être très bref et je vais dire encore 3 ans quoi. Voilà. D'accord. Donc du coup tu vas 3 ans. Voilà. Donc du coup voilà, on va terminer sur Mitchell Bakker, joueur néerlandais. En fait on finit vraiment très bien en fait. Il faut bien parler de tout le monde, exactement. En tout cas c'est un joueur qui a joué cette saison. Ouais, voilà, donc quel est ton regard sur sa saison? Est-ce que tu penses que voilà, il faudra compter peut-être sur sa progression? Ouais. Voilà. Alors, moi je le garde pas. Bon, ça c'est sûr. Pourquoi pas un prêt? Maintenant, alors, concernant Bakker, on voit qu'il veut bien faire. On voit qu'il essaie de se rendre disponible. On voit qu'il essaie de mettre tout l'engagement qu'il peut. Et ça, on peut pas lui en vouloir. C'est ce côté-là que j'aime bien. Et il a su aussi nous rendre service, malgré tout. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le niveau. C'est-à-dire que tu peux aussi mettre tout le cœur que tu veux. Si t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ce côté gauche, il est hyper, il est pauvre au Paris Saint-Germain pour le coup. Depuis que Bernat n'est pas là, voilà, c'est un no man's land. Donc aujourd'hui, il nous dépanne, certes, mais vivement ce mercato et d'aller faire des achats au niveau du côté gauche et des latéraux et surtout ce latéral gauche. Et si c'est le cas, Bakker, bye bye, au revoir. Ou on le prête. Voilà. Merci à toi, Mitchell Bakker. Ouais, un joueur, certains diront un joueur de rotation, qu'il ne faut pas s'acharner sur lui. C'est un joueur de fond de rotation carrément. C'est tu penses vraiment quand ta rotation elle est épuisée. Et nous le problème au Paris Saint-Germain, c'est qu'on s'est permis de lui donner peut-être beaucoup trop de temps de jeu par rapport au niveau que lui a réellement. Tu l'as souvent bien dit, Byron, c'est un joueur qui de base était là pour faire le nombre, qui est entre guillemets un sparring partner aux entraînements, mais ça devait se limiter à ça. Malheureusement, il est avec les blessures, voilà, avec des faits qui se sont passés, on a dû être amené à le faire jouer. On a demandé à Leonardo, un certain coach allemand. On va encore revenir dessus, mais c'est une saison à 2 coachs. On est quand même obligé de parler de celui avec qui on a commencé. À demander, après la blessure de Bernat, Thomas Tuchel. Ouais, Thomas Tuchel, de recruter un arrière-gauche. Leonardo a dit non. C'est opposé à ça. On a joué avec Bakker, Kurzawa, Diallo. Tu parlais de Kimpembe, c'est pas simple quand tu sais pas qui est vraiment ton arrière-gauche. Je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, il faut dire les choses clairement. Bakker n'a pas le niveau. Un club du standing du Paris Saint-Germain, on est devant le stade, ne peut pas se permettre de se présenter en demi-finale de Ligue des Champions avec Bakker côté gauche, ne peut pas se permettre de se présenter en finale de Ligue des Champions avec Kehrer à droite, tout simplement. Ce sont des joueurs qui ne sont pas au niveau. Tu te dois si tu veux atteindre tes objectifs jusqu'au bout, d'avoir des joueurs qui ont déjà musclé leur jeu, pour la plupart, ont déjà montré des références, sorti 2, 3, 4 masterclass, par-ci, par-là. Même si encore une fois, c'est pas ça qui a fait qu'on a perdu la finale l'année dernière. Oui, voilà. Oui, non, on va pas revenir. Oui, voilà, mais c'est pour te dire que tout n'est pas... Mais honnêtement, Bakker, frérot, il n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain. J'ai en mémoire, lorsqu'il est rentré en Allemagne contre le Bayern au match aller, on menait 3-2 à ce moment-là. Le mec faisait tout à l'envers, il laissait rentrer sans ticket un certain Leroy Sané. J'avais des sueurs froides incroyables. Bon, moi je pense que ça résume tout. Ça résume le fait que le mec n'est pas prêt, tout simplement. Merci. Tu veux rajouter un dernier mot, un tout petit mot. Oui, c'est qu'effectivement, on a il n'y a pas le niveau. C'est pas le niveau. Et quand tu compares avec Sané, tu peux pas tester quoi, c'est pas possible. Heureusement que Sané à ce moment-là il avait un peu le pied carré quoi, heureusement. Merci pour vos analyses. J'espère que ce contenu vous aura plu, chers abonnés. Donnez-nous votre avis sur cette ligne de gardien, cette deuxième ligne de défenseurs. Qu'en pensez-vous? Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On vous dit à bientôt pour la suite sur PSG Fan TV.